Salut Emmanuel, merci d'être là pour parler de ton travail. Tu m'as contacté parce que tu fais du storyboard sur de la série et tu fais aussi de la bande dessinée, mais on va se concentrer sur le storyboard aujourd'hui. L'idée, c'est de parler un peu du storyboard en France, mais du point de vue de mon expérience à moi, qui est pas très longue, vu que ça fait Ouais. qu'un an et demi que je suis dans le storyboard. Mais je pense que ça peut donner un peu une vision de qu'est-ce que c'est que de démarrer dans ce travail et des différentes productions qu'il peut y avoir. Ouais, carrément. Donc toi, tu as fait une école d'animation, c'est Georges Méliès, je crois, j'ai vu. Ouais, c'est C'est ça. Moi, j'ai fait d'abord un bac art appliqué. Mhm. Et ensuite, j'ai fait une école de cinéma d'animation, Georges Méliès à Paris, où, enfin voilà, j'ai fait les 5 ans, parce que j'ai fait la prépa intégrée, 4 années, ensuite je suis sorti. Et comment ça s'est passé à l'école? Parce qu'on n'en a pas encore parlé ici de Georges Méliès. Est-ce que c'est une école qui est aussi assez généraliste, qui forme à tous les métiers de l'animation, ou c'est focalisé sur certains domaines en particulier? Alors, c'est très généraliste en vrai. Il y a de la 2D, il y a de la 3D. Après, les programmes changent pas mal, donc moi, je peux un peu expliquer moi mon parcours dans cette école, mais c'est pas forcément exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour ma part, il y avait d'abord donc l'année de prépa où c'était des fondamentaux académiques, dessin. Voilà, on touchait pas du tout à la 3D, on animait pas, on a fait des petits exos pour nous initier, mais rien de plus. Et c'était voilà, surtout du dessin académique. Première année, il y avait aussi pas mal de dessins académiques, mais déjà il y avait un peu d'animation. Il y avait plus de numérique aussi, de dessin numérique. Ouais. Deuxième année, c'était très quasiment que de l'animation. Animation 2D principalement, un petit peu d'animation 3D. Mais là, avec un professeur qui était génial, qui s'appelle Stéphane Sainte-Foy, qui est un ancien de Disney, qui était notamment sur Lilo et Stitch, Tarzan, etc. Lui, c'était super intéressant, on a appris plein de choses. Et ensuite, troisième année, c'était full 3D. Donc ouais. Là, voilà, c'était compartimenté, très divisé comme ça par année. Et quatrième année, film de fin d'études. Moi, je sais que mon année, on a pu choisir la technique qu'on voulait. Il y avait entre guillemets des chefs de projet qui faisaient, enfin, qui avaient été choisis grâce à leur projet et donc qui avaient proposé une technique. Donc, par exemple, pour ma part, c'était, je l'ai fait en full 2D. Il y avait tout en fait dans cette promo. Il y avait de la 3D, de la 2D. C'était très mixte, c'était très généraliste. Moi, j'en retire une bonne expérience de cette école. Je pense que c'est une école vraiment sérieuse avec des bons locaux, du matériel. Après, ce que je dirais, c'est que du coup, comme c'est très généraliste, c'est compliqué de se spécialiser. Il faut, je pense, pas mal travailler de son côté, choisir assez tôt ce qu'on veut faire pour pouvoir notamment orienter les projets par rapport à nos options, en tout cas à ce qu'on a envie d'approfondir. Et surtout, c'est une des écoles, des seules écoles en France où, en tout cas quand j'y étais, je pense que c'est encore globalement le cas aujourd'hui, il y a de la 2D et on apprend vraiment l'animation 2D technique. Parce qu'il y a Gobelin qui fait ça très très bien forcément. Il y a l'MK où il y a de la 2D mais c'est un peu plus artistique, c'est un peu plus, c'est plus le développement artistique et auteur. Et après, en animation 2D, j'en vois pas beaucoup d'autres. Là, il y a l'atelier à Angoulême qui est très, très très technique pour le coup. Mais il y a pas beaucoup d'autres choses pour apprendre l'animation 2D en France. Du coup, bah voilà, c'est une bonne option. Et puis surtout, c'est une bonne option pour les gens qui savent pas encore exactement ce qu'ils veulent faire au début. Et ça leur permet de toucher à tout, de découvrir et de s'orienter de la meilleure des façons, je pense. Justement, comment est-ce que tu as fait toi pour te dire que c'était le storyboard qui t'intéressait le plus? Est-ce que tu le savais déjà avant? Ou est-ce que tu es rentré là-dedans en disant animation et que tu as découvert ça là-bas? Alors moi, je suis rentré vraiment là-dedans sans savoir ce que je voulais faire précisément, mis à part que je savais que ce que j'aimais, moi, c'était vraiment le dessin. En fait, je suis arrivé à l'animation par le dessin, alors que d'autres peuvent y arriver par les films ou autres. Moi, c'était vraiment le dessin et donc j'étais pas réticent à la 3D parce que j'avais envie de découvrir ce que c'était et d'y toucher, mais je savais que j'avais envie de faire un métier où j'allais dessiner pendant la journée. Donc déjà, ça a restreint le spectre. Voilà. Et puis en première année, on a eu un très bon prof de cinéma qui s'appelle Victor Loupan, où on a fait beaucoup d'analyses filmiques, on a fait des projets, des petits courts-métrages en prise de vue réelle aussi. Et là, j'ai compris que le storyboard, c'était une bonne voie pour moi parce que ça mélangeait à la fois le cinéma que j'aime beaucoup, hein, que j'ai en plus beaucoup découvert avec lui, et le dessin.
Et la mise en scène, moi j'avais envie de faire un peu de tout, j'avais pas spécialement envie de pousser à avoir des images hyper léchées, hyper finies, ou de faire que du décor ou que du chara design. Donc le storyboard, ça mélangeait un peu tout ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à y réfléchir plus concrètement. Ouais. Et puis ça s'est affiné et j'en ai fait par moi-même, j'ai fait des stages et voilà, ça s'est construit comme ça. Mais assez rapidement en fait dans l'école, je savais que je voulais faire ça à la fin. Et les stages ont été vraiment focalisés sur le storyboard, du coup tu as cherché spécifiquement pour ça ou pas? Ou globalement oui. En fait, j'ai fait un premier stage en prépa d'animation pour le coup, enfin plutôt colorisation d'animation, assistana, et j'ai fait un petit peu d'animation aussi de FX2D. Où là c'était super intéressant. C'était un stage vraiment court, hein, c'était 2-3 semaines je crois. Mais par contre c'était un petit studio, j'ai rencontré plein de gens, enfin on m'a appris des choses, c'était cool. Et sinon les autres stages c'était en storyboard, mais les autres stages je les ai je me suis vraiment focus sur storyboard quoi, vraiment à dire directement au studio que je voulais me spécialiser là-dedans pour qu'on me mette dans le bon département. En deuxième année, j'ai envoyé plein de mails et du coup j'ai fait un stage à Illumination MacGuff en storyboard là du coup parce que le premier ça l'était pas et voilà c'était génial, 2 mois de formation. Mais je crois que c'était Pauline Champetier qu'on avait un petit peu parlé avec toi déjà. Parce elle a fait le même stage que moi, elle l'a fait, si je me trompe pas, moi j'y étais en juillet-août et elle l'a fait en septembre. Donc on s'est vraiment suivi de la même année. On s'est pas du tout croisés, on se connaît pas personnellement, mais moi je connaissais un petit peu son travail et j'avais entendu dire qu'elle allait suivre justement les stagiaires. Et donc là, elle en a un petit peu parlé, mais je peux reparler. C'était vraiment un bon stage. C'est les stages qu'on a envie d'avoir parce que on nous demande pas d'être productif directement. Enfin voilà, on est dans des bonnes conditions de travail. Ils sont là pour nous faire progresser, pour nous entraîner. On m'a donné, pareil que elle, une séquence exactement la même séquence, une séquence de Thing 1 que je pourrais montrer tout à l'heure, en évitant de regarder ce qui avait déjà été fait. Ou si on regardait, d'essayer de faire différemment. Et puis il y avait aussi des exercices de posing, de character design, des petites scènes avec des personnages, enfin voilà, en dehors du storyboard, mais vraiment faire des scènes. Et puis à la fin, ils m'ont fait m'entraîner un peu sur une séquence de Thing 2 qui est encore en cours, où j'avais bordé une séquence, qui n'est pas réutilisée dans le film, mais qui était un bon entraînement pour moi du coup parce que là de toute façon il n'y avait aucun moyen de voir ce qui avait pu être fait ou quoi, et notamment Julien Perron qui m'a beaucoup fait progresser, avec qui on est toujours en contact. Donc ça veut dire que tu as appris vraiment le côté technique du storyboard au sein d'un grand studio, quoi. Ça t'a un petit peu peut-être aiguillé sur comment ça se passait un peu plus concrètement, quoi, sur ce que tu allais faire après. C'est une façon de faire de storyboard qui est particulière. Il y a vraiment différents types de boards, à mon sens. Et sur le long métrage, c'est pas pareil qu'en série, qu'en pub ou qu'en prise de vue réelle. Et donc là, c'était du long métrage. Et en plus, c'est pas les mêmes logiciels que forcément ailleurs. C'était sur Photoshop avec les compositions de calque. C'était très chiadé. C'est vraiment, les storyboards là-bas sont poussés assez loin en termes de valeur. Toute la lumière est gérée déjà au board. C'est représentatif de ce que eux font. C'est pas exactement forcément ce qu'on va me demander ailleurs dans d'autres studios, mais par contre c'était assez exigeant, je pense, que pour que ça donne, que ça aide à appréhender après le reste, ce qu'on peut demander ailleurs. Bah, c'est vrai qu'après les méthodes restent globalement toujours pareilles, ça reste du storyboard, on dessine la scène quoi, mais il y a des méthodes qui changent un petit peu, parce que là tu dis que c'était sur Photoshop, mais par exemple, bon, t'as pas pu encore la voir parce qu'elle n'est pas sortie au moment où on tourne, mais à l'interview avec Tian sur le storyboard, lui il parle de storyboard pro, il utilise essentiellement ça. Et ces storyboards sont aussi assez poussés, même c'est presque de l'animation à certains moments. Parce que justement, ça va être passé à une équipe dans un autre pays qui va devoir faire l'animation et il faut que ce soit relativement précis déjà. Et je sais que les storyboards, on verra peut-être ça tout à l'heure quand tu vas montrer des images, mais on peut être assez précis ou alors faire des choses où il y a juste 2-3 images dans un plan et c'est suffisant, quoi. Ça dépend vraiment de l'aboutissement qu'on va avoir, quoi. Non, c'est sûr. Après, je pense que sur Photoshop, la différence, c'est que c'est vraiment fait pour qu'on puisse monter en même temps.
en tout cas prémonter et avoir un timing sur chaque panel, etc. Alors que sur Photoshop, on va se concentrer vraiment sur... Après, en fait, on sort des panels et c'est envoyé à un monteur qui, lui, va vraiment faire tout le timing lui-même. Il y a cet aspect-là qu'on le storyboarder n'a pas à gérer et surtout, on peut plus pousser les images parce qu'il y a plus d'outils dans Photoshop pour travailler la lumière, etc. Alors que dans Storyboard Pro, on va peut-être plus, par contre... On peut pousser aussi en fait dans Storyboard Pro, c'est juste qu'il y a un peu moins d'outils pour faire ça, mais clairement j'ai vu des storyboards qui sont faits dans Storyboard Pro qui sont hyper chiadés et dans les deux cas de toute façon l'animation en général on peut la pousser au maximum quoi, on peut animer énormément. Ça dépend du temps que tu as aussi pour faire une séquence et tout ça. Ouais, ça après ça dépend du type de projet, du budget, voilà, du forfait. C'est ça après ça change pas mal. On va dire il y a des codes, il y a des types de production où de toute façon on sait que on va devoir animer beaucoup. Il y a notamment des séries. Moi dernièrement j'ai travaillé pour Méthode. Les séries qui font en général on demande aux storyboarders de beaucoup animer. Alors que j'ai travaillé, j'en montrerai un petit bout tout à l'heure pour Folle Image sur une série 2D où on me demandait moins d'animer, où on me demandait de faire les poses les plus importantes. Et ça suffisait parce que de toute façon c'était animé en France par les équipes à Folle Image et donc il n'y avait pas besoin de tout cadrer. On se concentrait sur la composition, les actings. Ça dépend, mais on va dire il y a des archétypes quoi. Est-ce qu'on peut passer du coup aux images directement pour que tu puisses expliquer un petit peu comment ça s'est passé? On peut carrément. Voilà la séquence de signes que j'avais dû faire. J'ai mis du temps quand même pour faire ça, mais ils m'ont obligé à pousser, à retravailler les plans de façon à ce que ce soit composé, que les raccords marchent. Donc là, il t'avait passé un script en fait, et ensuite toi tu devais le storyboarder comme si c'était toi qui le faisais en prod. J'avais un script et puis je devais faire comme si la séquence elle était à moi et que je bordais pour le film quoi. J'avais mis des intentions un peu différentes, la volonté un peu là de montrer un petit peu le décor pour rendre le truc un petit peu magique et le dialogue entre les deux personnages. Voilà, alors là, j'avais pas les voix, moi. Donc, j'ai noté les lignes de dialogue en dessous. Et c'est pas timé. C'est-à-dire que toutes les images sont au même temps. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent aller peut-être un petit peu vite. Si un monteur était passé derrière, il aurait retravaillé les timings. Donc, le plus important, c'était les panels de board, quoi. Mais c'est vrai que ça passe quand même bien, même au niveau du timing, quoi. Parce que la scène se déroule quand même assez fluidement, quoi. Donc ça veut dire que tu as mis le bon nombre de pauses finalement pour que ça puisse... J'ai essayé de mettre les pauses, j'avais essayé de mettre les pauses principales, quoi, pour avoir des petites anticipations dans l'animation, avoir les expressions. Comme tu disais, on voit déjà les ombres, les lumières, il y a des choses assez poussées, quoi. Ça dépend des séquences. Après, il y a quand même quelques séquences qui... partant par plein de raisons vont être moins poussés, mais globalement moi de ce que j'ai vu c'était très poussé et plus que ça même. Et ça moi déjà là les lumières comme ça avec un effet un petit peu diffus, la gestion des valeurs de plan, je l'ai pas retrouvé, on m'a jamais demandé de faire ça dans des storyboards pour de la série par exemple. Ou c'est beaucoup plus quelque part simple parce qu'il faut aller, j'imagine, plus vite aussi en série. Ouais, bah c'est ça. En série, on va nous demander plus d'efficacité en fait, entre guillemets, hein, parce que les storyboarders à Illum sont rapides aussi. Mais c'est-à-dire que on va plus miser sur quelque chose qui marche bien dans un temps rapide, très rapide, et moins se concentrer sur la finition parce qu'en fait ils s'en foutent un peu plus entre guillemets de la qualité visuelle du storyboard, c'est-à-dire du dessin, ou tant que ça communique ce qu'il faut pour le plan et que les équipes derrière sont en capacité de travailler, parce que généralement c'est envoyé, donc comme tu disais tout à l'heure, dans d'autres pays, et du coup à partir de ce moment-là on est obligé d'avoir toutes les informations vraiment dans le storyboard, de raccords, de position des personnages, de proportions, d'acting, plus que la lumière, parce que de toute façon on peut, alors sauf si c'est vraiment une scène très spécifique, on va avoir une intention de lumière très très particulière, avec par exemple une lampe torche dans la nuit ou ce genre de choses. Là oui, on va devoir mettre les valeurs, mais c'est seulement dans ce cas-là où on va les mettre en général.
en série. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a demandé sur différentes productions. Je peux te montrer ça aussi, ce qui peut être fait dans le cadre d'un film de fin d'études. Donc ça, c'était fait sur Photoshop, comme le travail sur Sing. À l'époque, j'avais quasiment pas touché à Storyboard Pro. À l'école, on l'apprenait pas. Et moi, de mon côté, je l'avais juste ouvert 2 fois, donc j'étais pas... C'était pas très animé, mon storyboard. Je me suis plutôt concentré sur la composition, la sémantique de mes plans, plus que sur même les finitions par rapport au dessin ou quoi. Donc qu'est-ce que tu veux dire par c'est peu animé parce qu'on voit qu'il y a quand même plusieurs images par plan, etc. Donc, Tu sais, là, parce que je défile ça comme ça à la flèche, ça te paraît ok en termes d'animation. Si on le mettait dans Storyboard Pro ou en montage vraiment en continu, c'est peu animé. Là, par exemple, tu vois, elle se baisse, j'ai fait une pause, tu vois. Ouais. Alors que le plan dure peut-être 4 secondes ou quoi. Ouais, le plan est long en plus, ça dans le montage. Et en fait, je me suis juste concentré sur mes poses principales. Tout ce que je voulais donner dans cette intention, c'est elle reçoit un coup de fil et du coup, elle s'écroule. Donc j'avais pas besoin, comme c'était moi qui réalisais le film et on était une équipe de 5, j'avais pas besoin d'indiquer plus. Mais par exemple, si on revient un petit peu en arrière, il y a des choses clairement, je pense que j'aurais plus animé, tu vois. Là, ça va encore, mais là, j'aurais peut-être rajouté un intervalle. Là, tu vois, il y a rien. Ça, il me semble que dans le film, c'est un plan fixe. Tu vois, peut-être que j'aurais pu la faire se rapprocher de la lunette. combien de temps t'as consacré à la conception du storyboard par rapport à tout le temps que t'avais? J'ai commencé, alors nous on avait déjà, en fait pour t'expliquer un petit peu comment ça se passait au niveau du planning, on avait en fin de 3e année on formait les groupes de films et on commençait à travailler sur le script. Donc on avait déjà quelque chose qui était validé en termes de scénario avant les grandes vacances. Et pendant les grandes vacances on était libre nous-mêmes de travailler dessus, mais on n'était pas obligé. Et en septembre, on revenait et on était à temps plein sur le film. J'ai commencé à travailler dessus en août, de mon côté, en faisant du prédécoupage, en faisant des recherches un petit peu dans tous les sens. Et en septembre, je me suis vraiment consacré à 100%, moi, j'ai fait le storyboard tout seul et j'étais à 100% dessus pendant tout le mois de septembre. Et donc après, il y a eu vraiment plusieurs versions. Il y a eu surtout des séquences qu'on avait mis, qu'on a enlevées, des séquences qu'on a changées. Là, par exemple, tu vois, c'est pas du tout... tu vois, il y a 3 pauses pour la voiture, puis après, c'est pas animé. Et là, dans la chambre d'hôpital, il y avait un espèce de mouvement de caméra pour suivre le Ryan, donc c'est comme ça que s'appelle notre personnage principal. On rentrait dans la pièce avec elle et on découvrait le père. Ça, il est parti après. Ce plan-là, assez tard dans la production, on l'a enlevé parce qu'il était finalement pas utile. On est directement rentré dans la chambre avec Ryan qui finissait de rentrer dedans, quoi, qui s'approchait de son père. Ça a évolué pas mal. Je crois que ce flashback-là, donc de Ryan et son père, on l'a déplacé après ou puis mis au même endroit. Je crois que parce que là, ça je l'avais rajouté après. Elle arrivait près du lit et en arrivant près du lit, le flashback se déclenchait. Voilà, c'était ça. Okay. C'est vrai que le storyboard, c'est à ce moment-là qu'on va remettre les choses en place, les déplacer parce que c'est finalement assez court à faire, quoi. Donc on peut se permettre de faire ça. C'est vraiment ça l'intérêt le storyboard, il sert à ça dans une production. Il sert, c'est vraiment l'architecture, les fondations du film, de l'épisode ou de la séquence. Il doit vraiment pouvoir bouger facilement. On retouche énormément un storyboard, quelle que soit la production, on le fait, on le refait. Si le scénario change, on enlève, on fait autre chose. Donc c'est très souple en fait. C'est à cette étape-là qu'on construit tout le film et il faut que ce soit souple. Et c'est pour ça que la manière de le faire doit être souple aussi. On doit pas perdre du temps. Moi, quand je faisais mes panels, j'essayais de les faire le plus rapidement possible parce que ça doit être efficace en fait. On ne doit pas prendre 3 plombes pour faire une image parce que dès qu'il y a un changement, sinon c'est hyper conséquent et en plus après c'est contre-productif parce que nous-mêmes on n'a plus envie d'enlever des choses du storyboard, même quand ça marche pas. On se bloque soi-même parce que on se dit non mais il va falloir que je refasse, il va falloir que je trouve autre chose, j'ai pas le temps et tout. Et ça c'est le gros piège. Il faut surtout pas que ça se passe comme ça dans un storyboard quoi. Il faut être capable de refaire jusqu'à ce que ce soit bien. Après ça c'est quand on a le temps aussi. Hein. Là sur un film de fin d'études globalement j'avais le temps de faire jusqu'à ce que ça nous convienne à tous, mais après en série à un moment donné il faut fixer les choses rapidement, mais
Ouais. Mais voilà. En tout cas, ça doit être souple. Donc là, par exemple, tu peux voir qu'il n'y a pas d'intention de lumière. Donc je me suis focalisé sur la compo parce que, en fait, tout simplement, c'est un temps gris à ce moment-là. Et donc, j'avais rien de spécial à mettre dans le board. Alors que à ce moment-là, je voulais vraiment qu'il y ait un faisceau lumineux qui rentre de la fenêtre, tu vois, pour que il y ait une lumière particulière. Et là, du coup, je l'ai indiqué au storyboard. Est-ce qu'il y a eu une phase de color script dans cette production-là ou pas? Il y a eu un color script qui a été fait par une autre personne de mon équipe, Nomi. Elle reprenait entre guillemets les intentions que moi j'avais mis dans le storyboard, et puis elle le traduisait en couleur, et puis souvent elle retravaillait la lumière de façon à ce que ce soit encore mieux. Mais au moins ça donnait une base, quoi. Après ça c'est un boulot d'étudiant, donc il y a des choses qui auraient dû être précisées ou finies qui ne le sont pas. A priori, c'était suffisant pour faire le film. Là, tu vois, il n'est pas animé ce plan-là. Ça me prenait du temps à le faire en storyboard, alors qu'en fait, c'est militaire, donc elles ont toutes le même mouvement. D'ailleurs, au final, on a mis moins de personnages, on a mis que 5, pas 10. Mais donc, comme c'est militaire, elles ont toutes le même mouvement, et on n'avait pas encore à ce moment-là défini exactement ce que on prenait. Parce que j'ai pas trop parlé un petit peu de ce film, mais c'est un film qui parle de combattantes kurdes en Syrie. On prenait beaucoup de références, de reportages, etc. Et du coup, on n'avait pas encore bien défini quel mouvement militaire elles allaient faire, parce qu'on voulait vraiment que ce soit juste par rapport à la réalité. Donc je l'ai pas animé dans le storyboard. J'ai juste fait la position principale, et on a vu ça après plus tard, quoi. Donc ça, tu peux te le permettre parce que c'est toi ensuite qui dirige aussi la chose, quoi. Voilà, ouais, exactement. Ça, c'est pour ça, c'est vraiment dans le cadre d'une production étudiante. C'est un peu différent sur une prod en studio, parce que c'est clair que ça passerait pas. Il faut que toutes les animations soient là et que toutes les intentions soient là. Donc ça, c'est possible que dans ce cadre-là. En tapant Roava, École Georges Méliès, il est trouvable, que ce soit sur Vimeo, YouTube, Instagram. À Méliès, on les envoie en festival. En fait, il y a un agent qui s'occupe de ça, comme dans la plupart des écoles, je suppose. Et un an après seulement, ça sort même un peu plus d'un an après, ça sort sur Internet. Donc là, c'est pour ça que Roava, il est sorti que récemment, et il a fait pas mal de festivals. Il a quand même tourné. Donc ça, c'est cool. Et surtout, il a beaucoup tourné dans la communauté kurde. Il y a beaucoup de festivals kurdes dans le monde, que ce soit en Angleterre, en Europe, aux États-Unis ou autres. Et du coup, il a beaucoup tourné dans ce cercle-là. On a pu aller nulle part avec la pandémie, mais forcément. Du coup, on a eu quand même quelques retours de gens qui étaient sur place ou par message, donc c'était chouette. Donc ça, c'était plus pour la partie études. Et ce que j'ai fait, moi, le storyboard, je l'ai vraiment appris tout seul tout seul à travers les stages, mais pas tellement par l'école. Il n'y avait pas beaucoup de cours de storyboard, il y avait des cours un peu de langage cinématographique, mais là, du coup, je les ai appris par les stages principalement. Parce que j'ai fait le stage à MacGuff, et ensuite j'ai fait un autre stage avec un storyboarder qui s'appelle Ivan Gomez, qui est indépendant, qui est à son compte, et qui fait des choses notamment pour Unitimage et pour plein d'autres clients, et du coup il fait du storyboard à la fois pour de la pub, pour du jeu vidéo, des trailers de jeux vidéo, beaucoup de productions 3D assez gros budget quand même, qui est un super storyboarder. J'encourage les gens à aller voir ce qu'il fait. Il n'y a pas grand chose, je crois, sur Internet. Il garde beaucoup de choses pour lui, mais par contre, du coup, j'ai fait quelques semaines avec lui aussi. Et c'était pas mal, parce que c'était une autre façon d'aborder les choses aussi que ce que j'avais pu voir à MacGuff. Pas le même style de dessin non plus. Donc, ça a permis un peu de compléter ça. Et puis après, on apprend en faisant. Je suis toujours en train d'apprendre, comme tout le monde. On apprend juste tout le temps, en fait. Donc, et puis à chaque fois qu'on est sur une nouvelle production, une production différente, on apprend aussi. La première production que j'ai fait, c'était Preschool 3D. Ça s'appelle Doremi. Ça va sortir cette année, je crois. C'est pour Amazon. Très intéressant, mais c'est vraiment une cible. Donc c'est du preschool. On ne borde pas les mêmes choses pour les enfants que pour les adultes, et on ne borde pas de la même façon. Puis il y avait une structure d'équipe qui était un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il y avait les storyboarders qui faisaient en gros en 3 semaines 11 minutes d'épisode rough,
vraiment. Ouais. Et ensuite, c'était repris par des assistants qui allaient faire toutes les corrections qui étaient demandées, que ce soit par le réalisateur, par Amazon, par le chef-board. On n'avait jamais le produit fini. En tant que storyboarder, on faisait toute la structure, mais après, ça pouvait quand même beaucoup bouger, être beaucoup retravaillé, et on n'allait pas jusqu'au bout. Donc là, vraiment, on animait, mais par contre, on faisait pas du tout de valeur ni rien. À la limite, on mettait juste des blancs, et encore même pas partout, on mettait des blancs derrière les persos. Mais c'était tout. Par contre, on devait plutôt pas mal animer les plans, alors que à Folimage, c'était nous qui faisions tout. C'était des plus petits formats de 5 minutes. Et là, les boarders devaient faire l'intégralité de l'épisode avec les retakes demandés par le chef-board, le réalisateur. Voilà. Ça peut être intéressant, je pense, de parler un peu du système de forfait. Oui, pourquoi pas. Ouais. Je travaille en France, surtout en France. Je sais pas si ça existe. Je crois que ça n'existe pas ailleurs. Je crois que c'est une exclusivité française. Ah ouais, ok. En fait, on a un nombre de semaines, de jours en fait, par mois pour faire un épisode qui varie selon le format de l'épisode. Le 11 minutes, généralement, c'est 4 semaines. Mais par exemple, dans certains studios, ça va être 5. Dans d'autres, s'il y a des assistants, comme je te disais, sur Doremi, ça va être 3. Et donc, en fait, ce forfait-là, si on dépasse, si on prend plus de jours pour faire l'épisode, pour faire, par exemple, les corrections, s'il y a beaucoup de corrections, ça va prendre plus de temps, ou si on est en retard, et les jours qu'on travaille en plus, on n'est pas payé. Donc, on est juste payé le forfait de 4 semaines. Et si on doit bosser 2 semaines en plus pour finir l'épisode, on ne sera pas payé. Donc, c'est pour ça aussi que... Là, comme ça sonne très bizarre, mais ouais. Ouais, en fait, c'est bizarre, mais faut le voir. Enfin, oui, c'est un peu bizarre, hein, de toute façon. Ouais. Comme système, c'est un peu particulier. D'ailleurs, c'est propre à notre spécialité. Il y a très peu de spécialités. Je crois qu'il y en a pas d'autres, mais je me trompe peut-être. Mais de ce que j'ai vu, c'est assez rare ça dans d'autres spécialités de l'animation. C'est vraiment typique pour le storyboard. Il y a pas mal de pression entre guillemets, c'est-à-dire comme on a un temps limité pour le faire, vraiment limité, on sait qu'on sera plus payé après. Du coup, ça force à faire pas mal d'heures quand même par semaine par rapport à d'autres spécialités où ils bossent beaucoup aussi, mais s'ils ont du retard, ils seront payés les jours après pour finir le travail en fait. Ouais, c'est ce que disait, pas aussi précisément, mais c'est ce que disait Pauline, que le storyboard apparemment c'était un truc où tu cravaches à mort, quoi. Et c'est vrai que je comprenais pas trop pourquoi, mais vu que tu me parles de ça, j'imagine que c'est ça, quoi, qui cause ça. En fait, c'est ça. Il y a le système du forfait qui donne ça. Et puis, en fait, il y a aussi que de toute façon, dans le storyboard, on doit toucher à beaucoup de domaines de compétences. Que ce soit du chara design, parce que des fois les designs sont pas très définis, ou on n'a qu'une pose et il faut savoir le faire tourner, du posing, donc de l'animation aussi, du décor, parce que à part sur des séries 3D où on a des logiciels 3D pour prendre le décor en capture d'écran, sinon sur notamment en 2D, le décor, c'est à nous de le dessiner. En fait, il y a beaucoup de choses à faire quand même dans le storyboard. Pour faire un panel, il y a beaucoup de choses à fournir. En plus de, le plus important, penser le découpage, mise en scène, etc. Du coup, ça fait un travail relativement conséquent pour une personne. C'est un boulot qui est important parce que toute la chaîne de prod en découle. Et du coup, c'est pour ça je pense, c'est pour ça qu'on dit que les storyboarders ont pas mal de boulot et doivent beaucoup cravacher. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut maîtriser, appréhender, apprendre en même temps. Et comme voilà, on a le système du forfait, pas partout maintenant, il y a des studios qui fonctionnent au jour pour les storyboarders. Mais quand même, le plus répandu, c'est le forfait en France. Et comme on a ce système de forfait, ça pousse à devoir fournir beaucoup en peu de temps. Puis en plus, il y a les corrections après qui arrivent de différentes personnes, ou s'il y a un chef-board, du chef-board, sinon s'il n'y a pas de chef-board, c'est du réalisateur. Les corrections, c'est pareil, on ne peut jamais vraiment savoir quelle quantité il y en aura. Et c'est dans le même temps,
Les corrections sont incluses dans les 3 semaines ou quoi? Exactement, ouais. Par exemple, si on a 4 semaines sur un 11 minutes, dans ce temps-là, on doit prévoir des corrections. Donc c'est pour ça qu'on doit livrer avant. Moi, par exemple, en général, alors après, c'est pas tout le monde pareil. Chaque border a sa méthode. Moi, je faisais d'abord un prédécoupage, souvent à la main, au crayon, en 2 journées, par exemple, sur 11 minutes, 1 ou 2 journées, où je faisais vraiment tous les plans, vite fait. Et pour avoir la structure de l'épisode, savoir combien de plans j'allais avoir, parce qu'on doit rentrer dans des nombres de plans en fait. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, c'est très codifié, il y a un budget pour chaque épisode, donc les épisodes doivent faire entre tant de plans et tant de plans. Donc ça permet d'avoir la structure globale de l'épisode et de savoir si on est bien calibré. Et ensuite, je faisais d'une traite tout l'épisode, généralement en 3 semaines à peu près, ça dépendait, entre 2 et 3 semaines, en montrant en général à la moitié de l'épisode au réalisateur ou au chef bord. Et après, à la suite de ça, je faisais les corrections. Et je fignolais, c'est-à-dire que si des pauses n'étaient pas assez claires ou des expressions pas assez claires, j'allais les retravailler, je mettais du blanc derrière les personnages, des valeurs quand il y avait besoin, voilà, je faisais tout ça dans le temps qui me restait. Mais ça, c'est parce que j'ai une façon, comme plein d'autres, de dessiner qui fait que c'est relativement propre directement, mais par contre, ça me met un peu plus de temps à le faire. Ou que d'autres storyboarders qui vont faire plus rough et plus lâché au début, qui vont le faire en moins de temps que moi, et qui du coup vont faire tout l'épisode en clean après. Voilà, moi je déteste refaire des dessins plusieurs fois, donc j'essaye que ce soit assez propre directement, mais il n'y a pas de... Enfin, il y a des équipes, des chefs board ou des réalisateurs qui vont dire non, non, tu fais comme ça, et d'autres qui vont laisser la latitude et faire un petit peu à ta manière, tant qu'à la fin le travail il est ok et que c'est dans les temps impartis. Je pense que c'est un des tafs qui peut rebuter un petit peu au début pour ça, parce que il y a des responsabilités directement et il faut beaucoup bosser pour arriver à faire quelque chose qui convienne. Après, quand on est sur une série pendant assez longtemps, on a les codes qui sont intégrés. Donc ça devient de moins en moins dur en général. On sait ce que veut le réalisateur, on sait quel style de série on est, les demandes des diffuseurs. Donc il y a des automatismes qui s'installent et ça devient en général de moins en moins dur. Mais le système du forfait, il est assez controversé hein, en France. Il y en a. Enfin, voilà, il y en a à qui ça convient, d'autres moins, parce qu'après, dans le même temps, le forfait, ça veut aussi dire que on est peut-être moins fliqué par jour que ce que peut être quelqu'un qui va être payé au jour ou à qui on va demander des choses tous les jours ou de voir le travail tous les jours. Nous, on est souvent des temps assez longs en autonomie. Donc, ça permet, par exemple, moi, je sais que sur les productions, alors, Full Image était en télétravail complet, mais dans les autres studios, je pouvais travailler chez moi certains jours si j'avais envie, si j'avais besoin, ou, enfin voilà, j'avais de la latitude quand même. Donc, Il y a un truc que je me demande parce que, encore une fois, bon, l'autre expérience d'interview de storyboard que j'ai, c'est avec Tian, qui lui travaille sur une série en Chine et il a déjà les décors qui sont faits. En fait, il reçoit les décors depuis le département art qui sont coloriés, qui sont tout finis et il s'en sert comme décor directement pour le storyboard. Donc ça t'est déjà arrivé ou est-ce que tu as vu des fois où il y avait déjà le décor? Pour une série, par exemple, les décors sont souvent les mêmes. Est-ce que vous les réutilisez? ça, je connais pas trop cette phase. Alors, si, j'ai déjà vu ça. Moi, je l'ai pas expérimenté, mais j'ai déjà vu ça pour des séries. Il me semble avoir vu ça d'un ami pour des séries 2D, preschool généralement, où en effet, il y avait déjà des décors et il fallait absolument cadrer dans ces décors et on pouvait cropper le décor, mais c'était tout quoi, on devait rester dedans. Mais moi, j'ai jamais expérimenté ça. Ça se fait pas en 3D. Par contre, en 3D, on va avoir déjà le décor modélisé souvent. C'est pas le décor définitif, mais c'est les volumes principaux. C'est très dégrossi et on a donc soit avec Blender, soit avec des logiciels dédiés faits par les équipes sur place. On va aller dedans avec une caméra, choisir l'angle qu'on veut,
cam et tout. Des fois, on a même les personnages qu'on peut poser dedans pour avoir les bonnes proportions. Et on cadre comme ça et on shoot, on fait des captures et on intègre et on dessine dedans. Ça, c'est hyper courant en 3D. Ça se fait, enfin, moi j'ai vu quasiment que ça maintenant. Ça se fait pas comme ça par contre sur du long métrage. Par contre, à MacGuff, ils font tous les décors eux-mêmes. J'ai jamais vu de capture d'écran de quoi que ce soit. Et même souvent, comme ils travaillent dès le début du script, parfois même quand le script il n'y a qu'une page, il y a plein de choses qui sont obligés d'inventer en fait, que ce soit en termes de personnages ou de décors. C'est tout ce que j'ai vu. Après moi en 2D, sur les séries 2D, sur la série, j'en ai bossé que sur une 2D où j'ai travaillé, on avait les décors, on devait les dessiner, mais par contre on recevait des stocks un packboard où dedans il y avait les différents décors dans lesquels on allait jouer nos scènes avec 2-3 vues en général quoi au moins. Donc on savait à quoi ressemblait la pièce, on avait de quoi s'inspirer pour après redessiner dans le bon angle quoi. Moi en règle générale on me posait pas de problème là-dessus, c'est-à-dire que je pouvais faire à peu près tous les angles que je voulais, de toute façon ce serait créé après au département décor. Par contre on a des limitations techniques en fonction du type de série. Si c'est une série 2D, il y a pas mal de choses en termes de caméra qu'on va pas pouvoir faire, donc on va pas appréhender les choses de la même façon et pas storyboarder de la même façon. Ouais, vous avez peut-être pas tenté des panoramiques qui font des mouvements comme ça. Ça va sauter direct. Le chefboard, il va dire direct, non mais je sais pas où tu t'es cru, mais... Donc non, ça c'est pas possible. On va avoir des cams plus fixes, ou alors s'il y a des cams qui bougent, ça va être des pannes sur des décors. Et pareil, les mouvements les actions des personnages dans la perspective, c'est compliqué. Parce que animer un 3/4 qui avance vers la caméra, ça demande beaucoup plus de travail que animer un profil. Là-dessus, on était limité. Par exemple, si on voulait vraiment faire un personnage qui venait vers la caméra, on allait tricher et on allait faire une contre-plongée où on croppait au buste pour ne pas avoir les pieds et contact au sol. Parce que là, du coup, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que c'est une transfo, c'est une animation, et après, c'est une transfo de la taille. Donc, il y a pas mal de... En fait, c'est pour ça que je disais qu'il y a des façons de storyboarder qui sont différentes selon le type de production, c'est parce qu'il y a des contraintes qui sont pas les mêmes, tout simplement, donc on est obligé de s'adapter, et on apprend à chaque fois quelles sont les nouvelles contraintes, et du coup, ça oblige forcément à penser l'épisode différemment. Dès le pré-découpage, on va se dire, ok, sur une série 3D, j'aurais peut-être fait une marche comme ça dans la perce, ou un gros mouvement de cam entre caout pour faire découvrir le décor. Là, je vais pas faire ça. Je vais faire un establishing avec une caméra en plongée sur la scène, et puis à peu près, si mon personnage bouge, je vais tricher. Voilà. Donc là, on passe à Storyboard Pro aussi déjà. Ça, c'est Storyboard Pro. Là, c'est la timeline avec nos panels. On peut bouger le timing de chaque panel. On a les voix en dessous. Donc, en tant que storyboarder, là, sur la série, en tout cas, on doit mettre les voix. Des fois, il y a même des choix à faire de voix. Moi, en général, j'avais 2-3 versions de ce que disait le personnage, et je choisissais ce qui me semblait le mieux. Parce que les voix là, c'est déjà les voix définitives que tu as, ou c'est des tests? Des fois, on bosse avec des voix témoins. Ça arrive, mais souvent quand même globalement c'est des voix définitives qui ont déjà été enregistrées en fait après le script et après la version du réalisateur, la version écrite du réalisateur du script. Donc voilà. Et puis là on a nos outils. Après c'est comme d'autres logiciels de dessin, hein, on a tous nos outils de dessin. La seule différence, je dirais, c'est que on a plus d'outils de caméra. De gestion de la caméra, donc la caméra qui est là, on va avoir beaucoup d'outils pour gérer la caméra, et en fait ça c'est mon cadre, ça que je cache ou pas, et là on voit que du coup il y a tout le décor derrière, et que j'ai choisi de cadrer comme ça sur cette partie là. Mais ça veut dire que là tu as déjà, tu vas exporter un animatique en fait, et pas seulement des images. Le border en général il exporte rien, il exporte rien. En tout cas moi là où j'ai travaillé, on me demandait jamais d'exporter, on travaille directement tous dans le fichier. Moi, je fais mon travail là-dessus. Ensuite, le chefboard récupère, il note ses corrections dedans. Moi, je retravaille dedans jusqu'à ce que l'épisode soit OK. Eux, des fois, c'est les chargés de prod, dire de prod ou le réalisateur qui vont l'exporter et l'envoyer là où il doit être envoyé, c'est-à-dire au producteur, au diffuseur, voilà.
Mais oui, par contre, après je dis ça, mais entre les deux, entre l'étape du board et de l'envoi au diffuseur, il y a quand même le monteur qui passe. Il y a toujours un monteur qui passe, qui reprend notre fichier et qui retravaille dans le fichier. Qui va changer certains timings, qui va rajouter des sons, des bruitages, plein de choses comme ça en fait. Et c'est seulement à la suite de cette étape-là que l'épisode va être envoyé à droite, à gauche. Mais bon, ça c'est pareil, après les ordres, ça peut changer selon comment fonctionne la production, mais globalement c'est ça. Et donc là, j'imagine qu'au départ, enfin, je sais pas si c'est toi qui le fais ou si tu as déjà le temps qui est défini, mais on te dit, voilà, il dure 4 minutes 52 l'épisode, et tu dois définir 4 minutes 52 pour ensuite ne pas dépasser, des choses comme ça. Ouais, exactement. En fait, là, je sais que le format de l'épisode, c'est un 4 minutes 30 d'épisode. Ça doit être un 5 minutes ou quelque chose comme ça. Et tout le reste, c'est les crédits et tout. J'ai un timing. Après, en fait, quand on fait le storyboard, ça bouge toujours, en fait. On n'est jamais, par exemple, sur un 11 minutes, si l'épisode, il doit durer 11 minutes, ça peut arriver que nous, on livre et l'épisode fait 11 minutes 15 ou 11 minutes 30, ou alors que le script était un peu trop court et que ça fasse 10 minutes 30 donc ça c'est ça dépend. Et ensuite eux ils ont une marge de manœuvre, les studios, pour un épisode. De ce que j'ai compris, ils n'ont pas besoin d'avoir exactement le temps parfait, mais par contre ils ont une petite latitude, ils ont une marge de manœuvre. Et le storyboarder là aussi. Et puis au pire, si ça convient pas ou que le script était trop court, il y a des choses qui vont être ajoutées après, quoi. Ce sera retravaillé après. Et puis en plus avec le montage, le monteur, des fois les durées d'épisodes changent un petit peu, quoi. Ok. Le nombre de panels, c'est quand même relativement important. Ça montre à quel point c'est animé ou pas. Ouais. Et là, dans ce genre d'épisode, sur ce type de production, il n'y a pas tant de panels, parce que comme je te disais tout à l'heure, on ne me demandait pas de pousser l'animation. Mais sur certaines productions, il va y avoir des épisodes. Moi, j'ai fait des épisodes à 11 minutes, 1700 panels, quoi. Ouais. Donc tu vois, 220, 240 plans, 1700 panels. Et plus, hein, il y a des séries où on va demander plus de 2000 panels. On sait à peu près, quand on signe dans une production, on sait que l'exigence, entre guillemets, à ce niveau-là du studio, c'est à peu près combien on doit avoir de panels. Et donc c'est quoi la série en question ici ? Ici, c'est Anafiloute. C'est une série pour enfants et ça va passer sur France 2. Voilà. Cool. On va faire vraiment tous les boards de la série. Et pendant ce temps, en fait, quand un épisode est approuvé, par exemple, qu'il est approuvé à la fois par les diffuseurs, producteurs, enfin que tout le monde est OK, le réalisateur, et qu'il y a déjà un studio de fabrication qui peut être en Inde, en Chine ou en France, par exemple, cet épisode-là va rentrer en production. Et on va commencer à le fabriquer, commencer à faire l'animation et le layout d'abord, et ensuite le reste. Okay. Et pendant ce temps, le board sera toujours en cours. Donc ça se chevauche en fait un peu, les étapes. Ouais. C'est ce qui explique que sur une série 2D, qui est là, la fabrication a été faite en France, ça explique qu'on va avoir déjà des décors définitifs ou des choses qui sont au bout de quelques mois qui sont déjà bien définies et qu'on va pouvoir nous réutiliser dans les storyboards. Les équipes vont être beaucoup plus pointilleuses sur les proportions des personnages. Ça, c'est assez important. Un personnage, il faut qu'il ait les bonnes proportions tête-corps et il faut qu'ils aient surtout les bonnes proportions entre eux. Alors qu'en 3D, ils vont être moins exigeants là-dessus parce que de toute façon, c'est des modèles 3D. Donc là-dessus, ils vont être. C'est important les proportions entre les personnages, mais après, le design exactement du personnage, c'est beaucoup moins important qu'en 2D. Oui, puisque le modèle sera ensuite. Et aussi, c'est peut-être redimensionnable plus facilement, j'en sais rien, mais... En tout cas, en 2D, après, derrière, on va vraiment plus se baser sur les personnages qui ont été faits dans le storyboard, alors qu'en 3D, en plus, on va avoir une étape de layout 3D, où on va prendre les décors et les personnages, et le layout artist va tout remettre les personnages dans le décor par rapport au storyboard, refaire les cadrages comme a été indiqué dans le storyboard. Donc en fait, il y a cette étape de layout 3D qui permet de régler les problèmes s'il y en a de proportions et autres, quoi. Il y a aussi du layout en 2D, mais ça reste du dessin ou des puppets 2D, et donc
C'est plus compliqué de gérer des grosses erreurs qui peut y avoir été faites au storyboard. Donc, il faut être assez pointilleux là-dessus. Encore là, il y a des séries où c'est encore plus. Il y a des séries, moi j'ai vu dans les studios où j'ai travaillé d'autres séries où on demandait au storyboarder presque de faire du layout au storyboard avec des décors qui étaient très très clean, des personnages vraiment clean. Qui vont servir de référence à l'anime directement. Ouais, voilà, c'est presque. En fait, ça, par exemple, si le layout est fait dans un autre pays en sous-traitance, en général, les équipes en France vont vouloir que le travail soit hyper approfondi ici pour qu'il n'y ait pas de problème ensuite, quoi. Si tu avais un truc à conseiller à quelqu'un qui voudrait faire du storyboard particulièrement, qu'est-ce que tu lui dirais d'acquérir comme compétences ou sur quoi se renseigner pour pouvoir vraiment s'améliorer sur ces points-là dont tu as besoin tous les jours en prod? Ouais, je pense que déjà, je lui conseillerais de faire des stages déjà comme j'ai eu l'opportunité de le faire, des stages où il apprendra avec des gens qui sont pros et sinon de son côté ça peut être une bonne idée de prendre des scripts qui existent déjà et de s'entraîner, de faire du storyboard ou rien que déjà du prédécoupage à partir des scripts parce que en fait les personnages existent déjà, il trouvera les modèles sheets ou les personnages quel que ce soit de la prise de vue réelle ou de l'animation, mais particulièrement si quelqu'un veut apprendre et qui prend un script d'une autre série animée ou d'un long métrage, il va pouvoir collecter des images des personnages et il n'aura pas à s'occuper de ça déjà, il sera déjà beaucoup plus dans des conditions de production réelles, ce sera beaucoup plus facile de se concentrer sur mise en scène. Donc ce qui est important d'apprendre déjà, c'est la mise en scène. Le langage cinématographique, les raccords, les règles qui existent. Il y a beaucoup de règles, en fait, c'est un vrai langage à apprendre. Ça passe par l'analyse de films. Regarder des films, animation ou autre, on s'en fiche, mais regarder des films, apprendre à les analyser, faire des croquis, des plans de comment ça fonctionne, etc. Ça va constituer, à mon avis, une grosse part du travail. Et après, il y a toute la partie dessin, où là, il n'y a pas de secret, c'est comme n'importe quelle autre spécialité où il faut dessiner. Il faut faire du dessin académique, observer, faire des dessins dans le métro, dans le RER, dans les bus. Ça, c'est vraiment... j'en ai fait plein quand j'étais à l'école, comme beaucoup d'étudiants. C'est le meilleur moyen d'apprendre, parce qu'on voit les attitudes, apprendre à capter, et pas faire que des dessins d'observation des visages, notamment pour le storyboard où c'est la même chose pour l'animation, des dessins des poses, des attitudes, de comment le corps fonctionne, des axements, ce genre de choses. Je pense que c'est un bon moyen d'apprendre. Et puis après, travailler tous les aspects du dessin, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est assez complet. Il faut faire pas mal de choses différentes. Donc apprendre à dessiner des décors en regardant comment font les artistes qui sont pros ou plus expérimentés, en refaire soi-même. Pareil pour le character design. Je dirais que là où quelqu'un qui est sûr de vouloir se spécialiser en storyboard, il a peut-être moins besoin de travailler des images poussées, de faire des couleurs. La couleur déjà, nous on l'a pas dans le storyboard. Après, je pense que c'est bien de tout voir un petit peu. Oui, dans l'absolu, oui. Voilà. Mais si on devait vraiment donner des conseils spécifiques au storyboard, je pense que pas forcément trop se concentrer sur la couleur. Par contre, la lumière, oui, ça peut être vraiment important. Mais pas se concentrer à faire des images bien léchées, bien finies, forcément. Par contre, apprendre à avoir un dessin qui soit lâché, apprendre à être efficace en fait dans ce qu'on dessine. Apprendre à aller droit au but et à en quelques traits être capable de faire des attitudes ou des expressions, des poses qui aient de la pile, quoi, qui soient attrayantes visuellement et intéressantes. Je pense que c'est ça vraiment, le dessin, un dessin rough, lâché, beaucoup dessiné pour ça, et puis après regarder des films et lire des BD, je pense aussi. C'est une conclusion, il n'y a pas de secret, faites des trucs et commencez à storyboarder si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience de storyboarder. Peut-être qu'on se reverra pour d'autres
d'autres thèmes, parce qu'il y aurait des choses à dire sur comment faire un portfolio de storyboard, ou alors même sur la BD, parce que tu en fais aussi. C'est avec plaisir. Je te dis à bientôt, merci beaucoup. Salut, à plus.